Votre association J'aimais son papa a souhaité être entendue par notre commission, ce qui nous apparaissait comme légitime, notamment pour aborder le sujet du point 12 de la commission d'enquête. Au sein de JSP, nous avons environ un quart de nos adhérents qui ont fait l'objet, dans leur parcours, d'accusations d'attouchement ou d'inceste. Un quart. Ce n'est pas la majorité de nos adhérents. Vous l'avez compris. Mais cela est tout de même conséquent. Ça représente quasiment 150 parents par an. Et aucun, entendez-moi, aucun condamné à notre connaissance. Alors oui, il faut faire preuve d'humilité. Nous sommes une association avec les moyens que nous avons. Toutefois, l'imprécision de la notion de documentation chiffrée sur la thématique de la commission n'a échappé à personne. Nous prenions connaissance ces jours-ci, Madame la Présidente, de vos propos retranscrits par l'AFP. Il y a une vraie urgence à s'attaquer au traitement judiciaire de l'inceste. Personne n'est capable de nous donner des statistiques fiables et identiques. Nous rejoignons vos propos. Cette imprécision que vous évoquez ne doit occulter aucun des effets de ce traitement judiciaire. Aucun. Alors ce jour, nous allons faire et réitérer des propositions techniques, dont nombreuses convergent avec plusieurs personnalités et institutions auditionnées par votre commission. En premier lieu, nous voudrions évoquer ce sur quoi nous convergeons avec un certain nombre de vos auditions, et aussi ce qu'elles n'ont pas dit. Permettez-moi tout d'abord une remarque sur le périmètre même de votre commission. Son intitulé officiel vise les parents protecteurs, notamment les mères protectrices. Ce notamment nous paraît essentiel. Il implique aussi les pères, les grands-pères, les grands-parents et d'autres figures parentales. Nous ne soulevons absolument pas ce point pour contester vos travaux, mais parce que JSP documente précisément cet angle mort, celui des parents protecteurs qui ne sont pas des mères. Nous voudrions tout d'abord souligner un certain nombre de points fondamentaux dans nos approches qui sont en convergence avec plusieurs constats issus de vos auditions. Protéger les enfants victimes et protéger les personnes injustement accusées relève de notre même exigence de justice à tous. La proportion d'allégations en contexte de séparation qui ne sont finalement pas établies est loin d'être négligeable. Les taux de fausses allégations varient fortement selon le contexte, faibles lorsque la révélation est spontanée, beaucoup plus élevés dans les séparations hautement conflictuelles. Cela a été rappelé également devant vous par le professeur Bensoussan le 6 mai. Or, monsieur le rapporteur, chaque procédure instrumentalisée mobilise des ressources qui manquent ensuite à de véritables victimes. Le professeur Maurice Berger a indiqué devant vous une quotité de 35% le 2 avril. Le secrétaire général de la Ciivise a spontanément spécifié la possibilité d'allégations utilisées pour évincer un parent. L'existence d'allégations non fondées était également évoquée par M. Camboulive pour Alternative Police CFDT le 28 avril. Comment comprendre les ruptures de lien que nous documentons ? Nous proposons d'examiner plus largement les phénomènes de manipulation, d'emprise ou d'instrumentalisation de l'enfant réellement observables. La possibilité très résiduelle d'une manipulation de la parole de l'enfant était un propos cité et reconnu par Mme Gaëlle Collin, qui s'exprimait au nom de l'École nationale de la magistrature le 30 avril. Sur 250 dossiers instruits, seules 2 situations relevaient véritablement d'une aliénation parentale caractérisée, indiqué de son côté le magistrat instructeur Raffray le 9 avril. Autre citation avec laquelle on converge, « Moi, je ne connais pas le SAP. Ce que je connais en revanche, c'est l'instrumentalisation qui peut être faite d'un enfant par des parents qui se déchirent. » Citation
du 29 avril de M. Frédéric Chevalier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Vous avez là tout l'essence de notre proposition d'un référentiel scientifique national distinguant les différentes formes de rupture de lien. Alors nous voudrions juste vous donner quelques exemples qui illustrent nos propos. Quelques exemples que je vais passer très rapidement hein, pour laisser le temps nécessaire. Alors, un premier exemple. Je vous parle d'un dossier d'un adhérent. Donc, le couple est établi depuis plusieurs années. La maman part passer quelques jours chez ses parents officiellement, qui sont à quelques centaines de kilomètres. Et puis, elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Elle ne permet pas à l'enfant de voir son père sans aucun motif dans un premier temps. Et au bout de quelques mois, apparaît une accusation d'attouchement, d'inceste. Donc, l'enfant a été privé de son père déjà préalablement. Une plainte est déposée. Le juge aux affaires familiales est sollicité. Alors je passe les délais qui sont liés à la compétence qui peut quelquefois poser problème dans ces cas-là. Enfin, ça, c'est un autre débat. La compétence territoriale, je veux dire. Donc, le juge aux affaires familiales, en pareil cas, eh bien, il s'alerte sur cette accusation. Et donc, il demande une enquête à un expert. Dans le même temps, bien sûr, la plainte suit son cours. Dans le même temps aussi, je dirais avec la sagesse du magistrat, il demande aussi des visites en point-rencontre. Ces visites en point-rencontre, elles ne sont pas exécutées. Donc, continuité d'une situation de fait. L'enquête, elle est effectuée auprès du père, mais la mère refuse de s'y soumettre. Les mois passent, l'enfant ne voit plus son père. La plainte finit par être classée sans suite. Le rapport d'enquête montre la situation. Et finalement, la plainte étant classée, le magistrat ayant reçu le rapport d'enquête, une nouvelle audience qui était bien sûr naturellement prévue, prend la décision de permettre à l'enfant de reprendre contact avec son père, et non seulement de reprendre contact, mais de retourner au domicile dans sa maison dans laquelle elle a grandi. Ça fait 2 ans. 2 ans sans avoir vu son père. Alors on a effectivement d'autres exemples, et un exemple typique, c'est une demande de garde alternée comme élément déclencheur. Vous avez une demande de garde alternée et puis vous avez une accusation de violence qui intervient entre la demande et l'audience. Et l'accusation de violence, dans l'exemple dont je vous parle, elle est suivie ensuite d'une accusation d'inceste. Il y a rétractation des enfants. Les enfants indiquent bien que ce n'est pas le cas. Il y a 2 experts judiciaires qui convergent. Et malgré tout, la mère poursuit dans ses démarches.
Merci, Monsieur Gaudin. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Nul ne nie, y compris ici, qu'il y a de fausses allégations. Personne ne l'a jamais nié au sein de cette commission, ni dans les personnes qui ont été entendues, ni de la part de Monsieur le rapporteur, de moi-même ou des autres collègues membres de la commission. Personne ne le nie. En revanche, vous nous avez bien indiqué tout à l'heure que c'est une fraction minoritaire de fausses allégations qui sont repérées, une très faible minorité de mères qui mentent et qui est constatée. Donc on est tous d'accord par rapport à ce point-là, bien évidemment. Oui, je voulais juste, si vous me le permettez, comme monsieur le rapporteur a fait le parallèle tout à l'heure entre l'impératif de protection de l'enfant victime et ce maintien du lien, est-ce que finalement, enfin voilà, il faut dire ce qui est l'importance telle de protection de l'enfant, est-ce qu'on s'accorde finalement pour sacrifier en fait, même temporairement, le maintien du lien entre l'enfant et son autre parent. Donc je voulais juste revenir là-dessus, notamment sur les non-représentations d'enfants. Puisque effectivement, on est tous d'accord que quand les faits, quand on est sur de tels faits, il faut effectivement trouver des solutions pour protéger l'enfant. C'est pas la question, mais c'est vrai qu'on a entendu dans le cadre de votre commission quelqu'un, qui a été auditionné, qui était scandalisé que certains avocats préconisent de déposer plainte pour des non-représentations d'enfants. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que même si on est, alors oui, il y a des chiffres, on est sur peut-être des minorités, mais il faut quand même comprendre que quand un parent conteste et qu'il n'a réellement rien fait, c'est impossible pour lui de se dire j'accepte la non-représentation d'enfant, j'accepte de ne pas voir mon enfant. Et là, je vais revenir sur la question des délais, parce que si on était sur des délais judiciaires qui étaient très rapides, je pense que n'importe quel parent pourrait se dire l'enquête va durer 1 mois ou 2, ok, très bien, préservons. Mais quand on entendait notre ministre, M. Gérald Darmanin, disant que finalement tous les pères pourraient bien comprendre d'être séparés de leur enfant au motif d'une enquête qui serait nécessaire suite à une plainte qui serait déposée, il me semble que quand ce parent, alors je vais employer le mot parent, et puis je ne vais pas faire comme lui en mentionnant le terme de père, mais quand ce parent n'a rien fait, en fait, c'est impossible pour lui d'accepter cette rupture. Donc effectivement, ils n'ont pas besoin d'avocat pour aller déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Mais la question, et c'est pour ça que je l'indiquais également, c'est sur le traitement, la durée du traitement judiciaire. Alors effectivement, il a été indiqué aussi, puisque monsieur le ministre avait indiqué qu'à toute plainte, il faudrait protéger l'enfant, protéger le parent protecteur, puisqu'il a utilisé le terme de mère protectrice, mais je veux dire protéger le parent protecteur et faire l'enquête. Mais faire l'enquête dans un délai rapide. Je crois qu'il avait parlé de 4 à 5 semaines. Donc, sur ce délai, en fait, il n'y aurait pas de difficulté. Effectivement, si on suspend la relation, on suspend les droits de visite et d'hébergement. En plus, ça aurait un impact aussi sur beaucoup d'autres délais, puisque notamment sur les plaintes pour non-représentation d'enfants, quand vous avez des allégations qui sont faites et des plaintes qui sont déposées avec des parents qui parfois ne sont pas auditionnés avant 24 mois. Effectivement, les plaintes pour non-représentation d'enfants, vous pouvez en avoir 2 par mois. Sur 24 mois, on a 48. Si on avait un délai court de traitement à 4 ou 5 semaines, il y aurait peut-être une plainte pour non-représentation. Et ça, on est parfaitement d'accord. Il y a un délai de traitement judiciaire qui est trop long. Ça, nous sommes tous d'accord, le garde des Sceaux et chacun d'entre eux. Et on l'a effectivement entendu à plusieurs reprises. Mais ce délai de traitement, là où peut-être, alors on va nous dire qu'il y a un manque de moyens, un manque de personnel formé, oui, mais du coup, si on souhaite réformer et faire avancer les choses, peut-être essayer, alors, à l'égard de la protection de l'enfant, en priorité, très bien, mais peut-être réfléchir aussi à des solutions pour ne pas finalement se dire on ne concentre que sur l'intérêt de l'enfant, puisque c'est trop compliqué en termes de moyens de faire autrement. Sur les plaintes pour non-représentation d'enfants, on n'en aurait pas. On n'en aurait pas avec des délais rapides de traitement, et ça désencombrerait aussi les services enquêteurs. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça, et le garde des Sceaux a estimé, a indiqué d'ailleurs devant nous
qu'il souhaitait pouvoir faire accentuer, réduire les délais, bien sûr, et multiplier les magistrats qui seraient sur ces affaires-là. Ça, on en est tous d'accord. Court, il y a aucune difficulté. Enfin, je veux dire, mais on est sur la même longueur d'onde. Sur l'objectif de la commission d'enquête, c'est de trouver des pistes d'amélioration concernant ce traitement judiciaire, et nous avons écouté, entendu, auditionné plusieurs acteurs. Mais concernant l'égalité parentale et les violences incestueuses, votre association donc milite pour une égalité réelle entre le père et la mère face à l'enfant. C'est bien cela. Ma première question serait: comment articulez-vous ce principe avec les situations dans lesquelles un enfant révèle les violences sexuelles commises par l'un des parents? Parce qu'en fait, la réalité pour nous, c'est surtout la parole de l'enfant, bien évidemment, et derrière comment, juridiquement, cette parole est traitée. Considérez-vous que le principe d'égalité parentale doit parfois céder face au principe de précaution et de protection de l'enfance? Donc ce sont des questions. Et plus concrètement, lorsqu'un enfant formule des accusations de violences sexuelles intrafamiliales, estimez-vous qu'il est préférable de maintenir le lien avec le parent mis en cause pendant l'enquête, ou de suspendre provisoirement ce lien tant que les faits ne sont pas clarifiés? Sur la seconde question, sur le maintien du lien, est-ce qu'on doit à tout prix conserver le lien entre l'enfant et le parent, ou suspendre? Alors, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Effectivement, on suspend, mais on suspend avec des outils qui permettent le maintien du lien par un autre biais, notamment les espaces rencontres. Sauf qu'on a une autre problématique, et tout est question de délai, selon moi, puisqu'on a également cette problématique dans les espaces rencontres, avec parfois des délais qui peuvent atteindre 12 mois. Donc, quand on est sur ce principe de précaution, on est bien d'accord qu'on reçoit des déclarations, alors de l'enfant ou du parent, ou des constats médicaux ou autres, et on se pose la question si c'est l'autre parent qui en est responsable ou pas. Donc, c'est peut-être lui, ce n'est peut-être pas lui. Donc, il faut maintenir le lien via cet espace rencontre. Sauf que quand le parent attend 12 mois pour que ce soit mis en place, le maintien du lien, il est illusoire. Le maintien du lien n'est pas effectif. J'ai reçu, en plus, pas plus tard que la semaine dernière, dans l'un des départements d'Île-de-France, on a des délais de 12 mois. Donc, on nous indiquait, vous êtes sur liste d'attente, il faut attendre. On a maintenant un espace rencontre qui est écrit aux parents, leur disant de toute façon, on ne vous recevra pas. C'est même pas il y a 12 mois assez. On ne vous recevra pas. Je vous invite à prendre contact avec le JAF pour qu'il trouve une autre solution. Donc, on en est là. Donc, en fait, ce maintien, il n'existe pas. On est d'accord pour suspendre et pour maintenir via d'autres solutions, mais il faut que ce soit effectif. Donc, ce qui pourrait être fait, puisque là, on nous renvoie à nous rapprocher du JAF pour trouver une autre solution. Peut-être que le parent lui-même, qui serait par exemple bénéficiaire de cet espace rencontre, si on lui dit qu'il y a 6 mois, 8 mois, 12 mois d'attente, peut-être qu'on pourrait permettre à cet autre parent de rechercher lui-même un autre espace rencontre avec peut-être des délais raccourcis, et de proposer cet espace rencontre au JAF en disant mais finalement, moi j'ai trouvé un espace qui peut me recevoir plus rapidement. Excusez-moi, maître, mais quelque chose me paraît paradoxal dans ce que vous dites, puisque la question c'est faut-il suspendre le lien? Vous répondez oui. Suspendre les droits de visite, voilà. La question c'était suspendre les liens. Vous répondez oui, et vous dites en maintenant des liens via un espace de rencontre. Alors, supprimer les hébergements au domicile du parent, voilà. Mais le maintien du lien, quand on est sur des procédures avec parfois des convocations après des plaintes, parce que c'est la réalité, j'ai des situations où on est à 24 mois du dépôt de plainte et le parent n'a toujours pas été convoqué. Donc, suspendre le lien pour 2 ans, 3 ans, c'est quand même risqué si au final on se rend compte qu'il n'y a pas de suite. On n'est pas à dire on remet l'enfant en hébergement. Donc vous dites suspendre l'hébergement, mais pas suspendre le lien. Est-ce que c'est bien ce que vous dites? Voilà, en espace rencontre, on est sur des visites d'1 heure ou 2. On est sur une structure avec des intervenants, des gens qui sont là. Et donc ça... Mais si l'enfant est véritablement victime d'inceste, que ce parent l'agresse, et encore une fois, je ne vais pas dire le père ou la mère, l'enfant est véritablement victime. Considérer
que c'est bon pour l'intérêt de l'enfant, pour sa santé psychologique, de maintenir ce lien, même en dehors du lieu d'hébergement de ce parent? Ça dépend sur quels éléments on a. Est-ce qu'on a simplement, si on est uniquement sur une plainte, parce que parfois on a uniquement ça, la procédure se déclenche avec la plainte d'un des parents, c'est-à-dire que on n'a pas d'audition d'enfant, on a le parent qui va nous dire par exemple l'enfant m'a dit que, mais on n'a pas d'audition d'enfant, on n'a pas de constat médical, on n'a rien, c'est-à-dire qu'il faut voir à quel moment on se situe. Est-ce qu'on considère qu'il faut suspendre tout lien dès lors qu'une plainte a été déposée ou non? Alors, une gradation dans les éléments. La temporalité est importante, voilà. Effectivement. Est-ce qu'à partir du moment où il y a plainte, il faut suspendre ce lien? Est-ce qu'à partir du moment où l'enfant est entendu en salle Mélanie et qu'il y a effectivement des constats médicaux, on suspend le lien? C'est sur ça que vous voulez qu'on apporte des précisions dans les réponses? Il me semble que oui, puisque si on a uniquement une plainte, et puis des fois, alors pas sur ce thème-là, mais on a des JAF qui nous disent uniquement sur une plainte, ça, c'est une plainte, il nous faut d'autres éléments. Donc en fait, c'est en fonction du stade où on est, où effectivement, il va falloir moduler en fonction de ce qui serait préconisé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant qu'association, on a beaucoup de plaintes qui se passent à des moments précis. Je vous donne des exemples. Par exemple, une séparation qui est actée, avec une garde également actée. Ça se passe sans réel problème pendant des mois, voire des années. Et puis d'un coup, le papa rencontre une nouvelle compagne et la présente à son enfant. Et là, d'un coup, accusation d'inceste sur les enfants. Donc, on peut se poser quand même quelques questions. Alors, bien sûr, il faut rechercher, il faut auditionner les enfants, il faut voir les psychologues, il faut faire une enquête judiciaire, etc. Est-ce que vous avez le même cas où la mère rencontre donc un nouveau compagnon? Oui. C'est exactement la même chose. On peut faire un parallèle par rapport à ça, où des pères, à ce moment-là, dénonceraient des faits d'inceste, par exemple, de la part de ce nouveau compagnon? Nous, on a rarement des pères qui portent plainte pour inceste. C'est vraiment une exception. Et ça a été prouvé et on a les dossiers. Dès qu'on a un doute, de toute façon, on demande un dossier et puis collégialement, on en parle ensemble. Bon, on n'accepte pas chaque personne qui vient à l'association. Il y a des cas graves qu'on refuse systématiquement. Il y a des personnes où on a des doutes, donc on demande le dossier complet. Si on ne nous envoie pas le dossier complet, eh bien, il doit voir ailleurs. Ça, c'est très important pour nous de vous entendre sur ce point-là. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que dans les parents qui sont membres de votre association, il n'y en ait pas qui soient véritablement agresseurs et qui peuvent vous raconter, qui peuvent nier les faits en fait? Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un protocole pour détecter ces personnes qui en fait seraient réellement des agresseurs, pour ne pas saluer aussi votre association? Madame la Présidente, si vous me le permettez, je vous renvoie à notre exposé liminaire. Je vous rappelle que dans nos process, nous avons un temps d'écoute avant l'adhésion et que lorsque de besoin, nous n'hésitons pas à demander des éléments tangibles, savoir un certain nombre de jugements, d'expertise éventuellement, qui nous permettent d'avoir une meilleure approche de la personnalité qui nous contacte. Et s'il n'y a pas justement de jugement, s'il n'y a rien, en fait, comment pouvez-vous savoir que cette personne est honnête et vous dit la vérité? Comme tout être humain, lorsque nous avons des contacts avec une autre personne, nous avons ce qu'on appelle la faculté de discernement. Alors, on l'a plus ou moins, et personne n'est parfait, et personne ne peut dire ne jamais se tromper, je le crois. C'est très difficile de détecter quand quelqu'un ment. C'est très difficile, certainement, effectivement. Néanmoins, on a un certain nombre, si vous voulez, de questions qui nous permettent quand même, avec l'expérience, d'avoir cette pertinence. Nous avons
une personne humaine en face de nous, nous devons systématiquement refuser ne serait-ce que l'échange, dans le doute de s'adresser à quelqu'un qui serait moyennement fiable. La réponse est non. C'est pareil pour les maires, alors, qu'on accuse Pardon ? de SAP. Mais c'est pareil peut-être alors, en ce cas, pour les maires qui sont accusés de SAP. C'est pareil pour tout le monde, Madame Voilà. la Présidente. C'est pareil pour tout le monde. Mais il Mm. ne s'agit pas, Monsieur le rapporteur, d'opposer hommes et femmes. C'est pas du tout la problématique. Pas du tout. Justement, pour protéger nos enfants, globalement, il faut une approche équilibrée. Et cette approche équilibrée, je crois qu'on ne peut l'avoir qu'avec des éléments tangibles. Et les éléments tangibles, ce n'est pas uniquement le nombre de plaintes dans un commissariat, monsieur le rapporteur. Les plaintes, elles peuvent avoir différentes origines. Donc, les éléments tangibles, peut-être qu'on va évoluer vers cela. J'ai cru comprendre qu'il y avait des projets, vous, parlementaires, vous devez les connaître mieux que nous, pour des recensements statistiques au niveau des décisions de justice. Ça, ce sont des preuves tangibles. Aujourd'hui, vous ne les avez pas. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les décisions de justice qui sont prises? Il y a des statistiques. Il y en a. Il y a des décisions de justice qui sont prises. Quelles sont ces statistiques? Qu'est-ce que vous avez comme statistiques sur les décisions de justice qui sont prises concernant l'inceste parental? Comme cela a été précisé par Madame la Présidente, je la citais tout à l'heure, en réalité, nous n'avons pas de chiffres absolument formels. Non, mais ils vont quand même tous dans un même sens, en fait. C'est bien ça qui est problématique, que la plupart du temps, il y a des conclusions et des classements sans suite, en fait. C'est quand même la grande majorité des cas. Donc même s'il n'y a pas de chiffres très exacts, la grande majorité de ce qui nous est remonté, c'est toujours dans ce sens-là. D'où la question de se dire quel serait l'intérêt pour des mères de mentir, de faire de fausses allégations, puisque dans la quasi-majorité des situations et des plaintes qu'elles portent, il y a un classement sans suite au bout, voire pire, un retrait de l'autorité parentale pour ces mères, etc., etc. Quel serait l'intérêt pour ces mères d'avoir de fausses allégations? Puisque justement, dans la grande majorité des cas, lorsqu'elles portent plainte pour ces situations-là, elles sont déboutées.